Salut les terriens, aujourd'hui je vais vous parler des lois de Kepler qui servent à comprendre le mouvement des satellites et des planètes. Poursuivi pour ses convictions religieuses et ses idées coperniciennes, Johannes Kepler se réfugie à Prague en 1600, invité par l'astronome danois Tycho Brahe pour y devenir son assistant. Les relations entre les deux personnages furent particulièrement houleuses, Tycho Brahe ne croyant pas à l'héliocentrisme de Nicolas Copernic, mais soutenant une autre théorie dans laquelle la Terre est au centre, mais les autres planètes tournent autour du Soleil. Kepler voyait en Tycho Brahe un homme plein de richesses, ses mesures étaient les plus précises jamais réalisées, mais qui ne savait pas les exploiter correctement. Atteint de myopie et de diplopie à la naissance, Kepler s'appuie sur les observations de Brahe pour élaborer ses théories. Brahe lui demande de calculer l'orbite précise de Mars, dont les positions, suivant ses observations, résistaient à toute tentative de modélisation, et s'écartaient notablement de plusieurs degrés de celles prévues par les tables. Cette tâche était auparavant assignée à son assistant Longomontanus, qui passe alors à l'étude des mouvements de la Lune. Kepler pensait accomplir sa tâche en quelques semaines, mais il lui fallut près de 6 ans pour achever son travail. C'est durant ce travail que Johannes Kepler découvrit les deux premières des 3 lois fondamentales, la loi des orbites et la loi des aires. La loi des périodes, la troisième, ne viendra que plus tard. La première loi est la plus simple. Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Alors, je vous propose de revoir rapidement ce qu'est une ellipse et ce qu'on appelle les foyers. Une ellipse, c'est une courbe que vous pouvez tracer si vous attachez les extrémités d'une ficelle à 2 points fixes et que vous tendez votre ficelle avec un crayon et que vous le faites glisser le long de la ficelle. Les 2 points d'attache de la ficelle s'appellent les foyers. Ils sont notés F et F'. Tous les points M qui constituent l'ellipse obéissent à la propriété MF plus MF' égale constante, c'est-à-dire la longueur de la ficelle. La plus grande distance entre 2 points de l'ellipse est appelée grand axe. La plus petite distance est appelée petit axe. Ce sont les 2 axes de symétrie de l'ellipse qui possèdent aussi un centre noté O. Une des caractéristiques d'une ellipse est son demi-grand axe, ici le segment OA. Plus les foyers sont éloignés de O, plus l'ellipse est plate. On dit que son excentricité se rapproche de 1. Plus ils sont proches de O, plus l'ellipse se rapproche d'un cercle. D'ailleurs, un cercle est une ellipse d'excentricité égale à 0. La plupart des orbites des planètes du système solaire sont peu excentrées. D'ailleurs, certaines peuvent être assimilées à des cercles. Nous voyons donc ici une orbite d'une planète autour du Soleil qui est un foyer de l'ellipse, son centre O, le grand axe et le petit axe. On appelle périhélie le point de l'ellipse le plus proche du Soleil et aphélie le point le plus éloigné du Soleil. Dans ces 2 mots, périhélie et aphélie, on retrouve la racine hélio qui veut dire soleil en grec. Lorsqu'il s'agit d'un satellite de la Terre, comme la Lune par exemple, on parle de périgée et d'apogée, avec la racine géo qui veut dire terre. La première loi de Kepler fonctionne également pour tous les satellites terrestres qui ont une trajectoire elliptique. On peut remarquer sur cette animation que la planète qui tourne autour du Soleil n'a pas une vitesse constante. Sa vitesse est plus grande lorsqu'elle est proche du Soleil et plus petite lorsqu'elle est éloignée. Ceci s'explique grâce à la force d'interaction gravitationnelle, mais qui n'était pas connue à l'époque de Kepler. En effet, la force à laquelle est soumise la planète est inversement proportionnelle à la distance qui la sépare du Soleil au carré. Plus la planète est proche du Soleil, plus cette force est grande. L'accélération de la planète est donc toujours dirigée vers le Soleil, mais sa valeur est d'autant plus grande que la planète est proche du Soleil. Quand la planète se rapproche, les vecteurs accélération et vitesse ont le même sens, donc la planète va voir sa vitesse grandir, alors que lorsque la planète s'éloigne, les vecteurs sont de sens opposé, donc sa vitesse va diminuer. Ne connaissant pas la force gravitationnelle, Kepler a annoncé cela dans sa 2e loi qui dit que le rayon Soleil-planète balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux.
On peut représenter cela de cette manière, avec des couleurs différentes correspondant à des aires de même surface. En fonction de la position de la planète, pour que l'aire soit égale, il faut que celle-ci parcourt une distance différente qui est donc fonction de sa vitesse. Cette loi vérifie que la vitesse des planètes varie sur sa trajectoire elliptique et ceci sera expliqué plus tard par la force gravitationnelle de Newton. Ces deux lois ont été publiées en 1609 dans Astronomia Nova. La troisième loi de Kepler n'arrivera qu'en 1618, qui est la loi des périodes. Sur cette animation, on voit les 4 premières planètes du système solaire, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles parcourent chacune une ellipse, dont le Soleil est l'un des foyers. C'est la première loi. Vous remarquez aussi qu'elles ne vont pas toutes à la même vitesse et que ces vitesses varient. Le temps que met une planète à parcourir la totalité de son orbite est appelé période de révolution, notée grand T, et qui s'exprime soit en secondes, mais plus couramment en jours ou en années. Par exemple, la Terre met 1 an pour faire une révolution, alors que Mercure ne met que 88 jours, soit 0,2408 années. Mars, par contre, met plus d'1 an pour faire un tour. Si on compare ces temps de révolution aux distances des grands axes des 4 ellipses, on constate qu'il n'y a pas de proportionnalité. On peut définir ces distances en unités astronomiques qui correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil et qui vaut 149 597 870 km exactement. Par exemple, la Terre est donc à 1 unité astronomique alors que Mercure est à 0,3871 unités astronomiques. Donc il n'y a pas de proportionnalité, mais on remarque que plus la distance est grande, plus la période de révolution est grande aussi. Kepler se dit qu'il doit y avoir une relation mathématique entre ces valeurs et va trouver qu'il y a proportionnalité entre le carré de la période et le cube de la distance. Il trouva que le rapport entre ces deux valeurs est une constante et que cette constante est liée à l'astre central, c'est-à-dire dans notre système, le Soleil. Donc pour toutes les planètes du système solaire, la troisième loi de Kepler donne la même constante. Je vous ai fait un petit tableau. Pour vous montrer cela, j'ai pris les 5 planètes présentes dans la liste, j'ai rajouté Jupiter aux 4 précédentes. La période de révolution est en années et la distance du demi-grand axe en unités astronomiques. On remarque qu'à chaque fois, le rapport de la troisième loi de Kepler est égal à 1. Je tiens à préciser que ces 3 lois sont fondamentales, car elles furent plus tard exploitées par Isaac Newton pour mettre au point sa théorie de la gravitation universelle. Dans son livre Astronomia Nova, Kepler entrevoyait déjà la loi de la gravitation universelle. Il explique à propos de la pesanteur et de l'attraction terrestre que, ouvrez les guillemets, 2 corps voisins et hors de la sphère d'attraction d'un troisième corps s'attireraient en raison directe de leur masse, fermez les guillemets. Pour mieux se faire comprendre, il écrit même ce qui sera considéré comme le premier livre de science-fiction, Le Songe ou l'astronomie lunaire. Il veut montrer les problèmes posés par l'attraction et la pesanteur en imaginant un voyage de la Terre à la Lune par 2 personnages. La violence du départ, la diminution progressive de la pesanteur qui à la fin s'annule, l'état d'impesanteur de nos jours, puis l'attraction croissante de la Lune mais qui reste néanmoins plus faible que sur la Terre. Je vous mets dans la description un lien vers une autre vidéo qui réexplique tout ce que je viens de vous dire mais orienté scolaire, basé sur le programme de la terminale S, avec des questions et des réponses, vidéo faite par Gérard Moreau, qui est très intéressante également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre, de partager la vidéo, de liker, de vous abonner, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les terriens!